Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises. Un podcast de Séance Radio, la web radio du cinéma. MDR, c'est un véritable laboratoire où l'on dissèque, on analyse et parfois on se bidonne devant le genre roi du cinéma français. Aujourd'hui, on va se déchirer sur Rock'n'Roll de Guillaume Canet, avec Guillaume Canet et Marion Cotillard et beaucoup de gens qui jouent leur propre rôle. Et avec moi dans la fosse, j'ai Amandine Schmitt, bonjour. Bonjour. Et Hugo Alexandre. Bonjour Daniel. Le César est attribué à Guillaume Canet. Gaspard Ulliel, Pierre Niney, c'est un peu la nouvelle génération. Ils sont un peu ce que vous étiez à l'époque. Je vois pas trop la différence entre eux et moi, quoi, donc... Enfin, quand même, vous faites partie des acteurs plus rangés. Salut mon pitou! Je comprends pas trop comment vous me voyez, là, vous vous trompez. Hein. Allez, bonne nuit, mon amour. Sous prétexte qu'on est en couple, ça veut dire qu'on baise plus? Je la baise, moi, ma femme. C'est que ce soir, je vais te baiser comme une bonne grosse salope, toi. Non, mais c'est une phrase de dialogue pour une scène que j'ai demain. Un jour, Guillaume Canet se rend compte qu'il est vieux. Enfin, il a 43 ans. Et quoi de plus naturel pour se sentir vieux que d'essayer de se rajeunir? Et c'est un peu tout le thème de ce film. Alors, est-ce que tu penses que cette comédie fonctionne, Amandine? J'ai un peu envie de te faire une réponse en deux parties, parce que clairement, il y a deux parties dans ce film. C'est un peu deux films pour le prix d'un. Donc, j'ai plutôt bien aimé la première partie. Donc, c'est vrai que quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit... encore un mec qui filme sa crise de la quarantaine, en plus un acteur, il a vraiment les chevilles qui enflent, au secours. Et en fait, en le regardant, c'est plutôt pas mal parce que Guillaume Canet fait preuve de beaucoup d'autodérision. Il s'auto-parodie, donc je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Le rôle de Marion Cotillard est assez drôle. Il la parodie totalement dans son rôle de femme à récompense, à Oscar. Et par contre, le film subit un grand changement en cours de route. Et là, ça m'a laissé totalement perplexe. Il y a un méga twist. Et toi, alors, jusqu'avant le twist, alors? Moi, j'ai l'analyse un peu contraire de ça, c'est-à-dire que... Allez, vas-y, lance-toi. En fait, Guillaume Canet veut parler de sa crise de la quarantaine, du fait que son couple s'érode. Alors, on sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux dans ce qu'il raconte. Mais je trouve que, en fait, le fait que ce soit Guillaume Canet est pas très important dans l'histoire, et ça pourrait être n'importe quel acteur qui est en crise de la quarantaine. Et le problème avec ce genre de film où les acteurs jouent leur propre rôle, c'est qu'il faut qu'ils soient capables de manipuler leur propre image, et souvent ce n'est pas eux-mêmes qui se mettent en scène. Donc par exemple, il y a JCVD où c'est pas du tout Jean-Claude Van Damme qui met en scène le film, ou je pense à l'enlèvement de Michel Houellebecq aussi, où c'est pas un acteur mais c'est un peu différent. Et en fait, il a joué à la comédie, si. Ouais. Et c'est très très bien l'enlèvement de Michel Houellebecq, je le conseille à tous les gens qui ne l'ont pas vu. Mais du coup, je trouve que Guillaume Canet a pas suffisamment de recul sur lui-même, et du coup, il a tendance à un peu se répéter et un peu faire les mêmes blagues. Par exemple, il y a Marion Cotillard, donc qui va tourner avec Dolan, donc elle répète un rôle en québécois, donc elle passe à la moitié du film à parler en québécois. Donc c'est drôle 5 minutes, mais le problème c'est qu'elle le fait quasiment tout le temps, et donc du coup voilà. Et Canet arrive pas trop à faire quelque chose de lui-même. Et je trouve qu'à la moitié du film, il trouve une idée qui fait qu'il y a une sorte de bascule, et il va très 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 loin dans son idée, et le film bascule vraiment dans une sorte de folie, dans un truc totalement inattendu, qui ressemble un peu plus à ce qu'on avait entrevu dans Mon Idole, son premier film, qui était un film un peu fou. Et c'est le Guillaume Canet que je préfère, qui veut pas nécessairement parler de lui, mais qui a une psyché un peu de malade mental, en fait. Alors, est-ce que c'est pas du coup une double arnaque, puisque le film nous est clairement vendu comme un autoportrait d'un artiste loser qui se fait toucher la testicule, et vraiment c'est un classique, en fait, tu vois, même de la comédie autoportrait, c'est-à-dire vraiment il faut se mettre à mal devant. C'est ça. En fait, il y a quelques scènes. C'est super vaniteux, quoi. Il y a quelques scènes où il y a des scènes où il parle des Césars et tout. Et effectivement, il y a des petites blagues qui sont assez marrantes, et on sent qu'il y a un peu de vécu, et notamment il réutilise des images des Césars où il fait lui-même la gueule parce que c'est Pierre Niney qui a eu le César, et on sent que c'est quelque chose de personnel. Et le fait que ce soit vaniteux me dérange pas tellement tant que c'est drôle, mais le problème c'est que je trouve que ça parle assez peu de lui finalement, et c'est un peu
il tient des propos bateaux sur quelqu'un qui vieillit finalement, et du coup le fait que ce soit lui, c'est pas très très intéressant, quoi. Bah, vous savez quoi, en fait, le paradoxe, c'est que la meilleure analyse du film, elle est aussi une vanne du film. C'est un moment, Yvan Attal, il lui dit, mais en fait, tu devrais faire un film sur ta femme, en fait, sur Marion Cotillard. Et moi, je trouve vraiment que Marion Cotillard, par contre, elle fonctionne à plein tube, en fait, dans le film. Ouais, c'est vrai que c'est long, Je trouve effectivement, cette scène avec Yvan Attal est assez intéressante, et je trouve qu'elle dit vraiment quelque chose. Ça fait en plus une citation du film de Attal, c'est vraiment très méta, quoi. C'est au-delà du méta, ouais. Ouais, c'est assez vertigineux, et du coup, Attal dit, oui, mais ma femme est une actrice, c'est pas vraiment sur moi et tout, et il y a une réflexion. Et moi, j'étais couptif, ou je sais pas quoi. Et c'est le moment où on sort un peu de la comédie et où on tient quelque chose de vrai, mais le boulot de Guillaume Canet, ça aurait été d'en faire quelque chose de drôle, et finalement, j'ai l'impression qu'il arrive pas trop à en faire de la comédie, quoi, de son propre matériau. Et effectivement, je trouve que l'ironie, c'est que Marion Cotillard est plus, on approche quelque chose de plus vrai pour Marion Cotillard que pour Guillaume Canet, quoi, parce que Guillaume Canet a une image tellement lisse qu'en fait, forcer le trait d'un mec déjà lisse dans l'opinion publique, ça marche pas trop. On n'en sait pas beaucoup plus sur Guillaume Canet à la fin. Bah, il se vomit dessus. Ouais, voilà, c'est pour ça que ça passe, c'est parce qu'il se ridiculise, il essaye d'être rock, il sort, il boit, il se drogue, et en fait, il finit à se vomir dessus. Moi, c'est des choses qui me font rire, donc. Mais il y a en plus une scène où vraiment, genre, qui montre à quel point il est à côté de la plaque, mais peut-être que c'est volonté comique, c'est qu'il est pas assez rock'n'roll. Alors du coup, il va voir Johnny, qui est Johnny, c'est pas, alors c'est opinion personnelle, c'est pas l'incarnation du rock, c'est de la variété de très haut de gamme, mais c'est pas. Moi, je trouve moi, j'ai adoré cette scène avec Johnny, en fait, et en plus, je trouve que ça marque pile le pivot vers la seconde partie du film. Oui, c'est à ce moment-là que ça bascule. Ouais. Mais non, mais je trouve à partir du moment où Johnny dit, bon, il fait froid, je vais allumer le feu, quoi. Oui, alors la vanne n'est pas très bonne, mais c'est Johnny. Et en fait, t'as l'impression que ce chanteur, tu peux lui faire n'importe quoi, et il a tellement de charisme et de présence, et les Français projettent tellement de choses sur lui que ça passe. Et je trouve qu'il y a une mini-scène excellente là-dedans, c'est quand Guillaume Canet voit arriver Johnny dans son appartement, et en fait, pendant quelques secondes, il l'imagine sur scène avec des stroboscopes, de la musique, parce que c'est Johnny, quoi, et que c'est toujours une apparition. Et ça, je pense que ça traduit un peu ce que tous les Français pensent de Johnny, et c'est plutôt bien vu. Et Johnny qui est capable que de jouer de son propre rôle, en fait, littéralement. Moi, je trouve aussi que cette scène avec Johnny est très réussie, justement parce que Guillaume Canet a le recul suffisant pour Johnny pour en tirer de la comédie. Et dans la même scène, juste après, donc il y a Johnny qui est en haut de sa mezzanine là, et donc qui descend pour retrouver Guillaume Canet. Il se pète la gueule dans l'escalier, et la chute dure au moins 10 secondes. Et après, il se lève comme ça d'un coup, comme si c'était un passé. Il a 75 ans, rappelons-le. Force admiration. Ouais, normalement là, c'est plutôt. Et après, il y a Laetitia qui dit non, mais il arrête pas du fémur, bim. Il arrête pas de faire ça. Et du coup, en fait, il arrive vraiment à tirer quelque chose de Johnny, parce que voilà, il a le recul nécessaire. Et effectivement, c'est la bascule vers la seconde partie du film, où finalement Guillaume Canet parle beaucoup moins de lui-même, mais il trouve un angle pour traiter finalement sa crise de la quarantaine, et un angle qui va tirer jusqu'à la nausée, quoi. Et juste pour finir sur Johnny, je me demande si Guillaume Canet il a pas un des goûts un peu kitsch, quoi, parce qu'il nous colle du Céline Dion, du Johnny, du Demis Roussos. Ah oui, il y a plein de scènes musicales totalement aléatoires que j'ai pas très bien compris. Ouais, y a une on n'a pas spoilé encore le twist, mais ça va venir. Mais c'est vrai que Demis Roussos a un rôle clé, en fait, et il l'utilise de la même manière que le final de Podium, quoi. Et c'est presque paresseux. Et avant qu'on passe un peu à spoiler ce magnifique film, il y a quand même un truc, c'est que les blagues pour moi sont très très évidentes tout le temps. C'est tout le temps vraiment le moindre gag. Et quand je dis il y a une scène de baise, et puis alors quick et le lit il se casse la gueule, c'est toujours des blagues très très terre à terre. Quand il y a une musique, c'est de la musique parodique très évidente, quoi. C'est pas du très haut de gamme. En fait, je pense que ça manque vraiment d'écriture. Ça fait illusion au début, les 5 premières minutes, quand il est vraiment. Je trouve que vraiment les scènes avec Philippe Lefebvre, où c'est un film dans le film, et Canet joue un rôle chiant dans un film français chiant typique, c'est ça, c'est ses propres mots, et je trouve que ça fonctionnait bien, et en fait il n'y a pas assez de matos, et c'est pour ça que ensuite ça va basculer. Ouais, et généralement quand on sent le manque d'inspiration dans une comédie au nombre de scènes musicales qu'il y a dans le film, et effectivement dès qu'il peut il va aller jouer de la guitare
devant des enfants de manière totalement aléatoire alors qu'ils rentrent de cuite. C'est vrai que C'est pas très compréhensible d'ailleurs. Voilà, c'est pas très lisible. Non, mais il y a quand même la scène de Céline Dion qui tombe comme un cheveu sur la soupe. On sait pas pourquoi Marion Cotillard se met à faire une parodie de Céline Dion en chantant Pour que tu m'aimes encore. En plus, ça dure super longtemps. C'est peut-être une référence à Lambert Wilson sur la piste du Marsupilami, mais c'est une hypothèse. C'est un truc qui venait de nulle part aussi, mais qui était plutôt réussi parce que c'était Lambert Wilson qui était déguisé en Céline Dion, qui se mettait à chanter je ne sais plus quoi. Mais je crois que c'est pour dire qu'elle se met à fond dans son rôle de Canadienne, non, c'est ça? Je sais pas. Parce qu'elle va tourner pour Dolan. Il y a beaucoup de choses où on se dit qu'est-ce qui se passe, on est en train de se faire mindfucker par ce film. Un petit extrait. Je vais faire le rôle de vénère, tu vois, un peu de physique. Ce soir, quand je vais dire à ma mère que je vous ai rencontré, elle va être comme une dingue, quoi. Ah ouais. Je vous souhaite une longue et belle fin de carrière. Salut. Merci, au revoir. Petit connard. Il le mérite tellement, Pierre. Moi, j'avais l'impression de voir Yves Saint-Laurent. Tu l'as connu, toi, Saint-Laurent? Pas plus que ça. Bon, ferme ta gueule alors. Alors maintenant, on vous prévient, on va parler de la fin du film, on va dévoiler le gros twist. Donc mettez en pause, allez voir le film si ça vous tente et venez nous réécouter après. Ou alors, si vous en avez rien à foutre du film, vous pouvez nous écouter jusqu'au bout. Alors donc il y a un basculement dans ce film, je vais dire un bon tiers en fait, où tout d'un coup, Guillaume Canet se rend compte que il devient trop vieux et il y a qu'une seule solution à ça, c'est la même que les frères Bogdanov, c'est la chirurgie esthétique qui va littéralement je me suis demandé, est-ce que c'est que du maquillage ou est-ce que c'est de l'image de synthèse? C'est pas aussi radical que ça. Au départ, il fait juste un petit truc de botox et il se rend compte que tout le monde lui dit putain, t'as une mine exceptionnelle, qu'est-ce que t'as fait? Il dit non, j'ai juste fait j'ai changé un peu mon maquillage et tout. Et en fait, petit à petit, Guillaume Canet va sombrer dans la folie en même temps que son film. Et tout le monde va le lâcher, y compris Marion Cotillard. Et en fait, il va se mettre à faire de la musculation, à devenir un véritable monstre. Et c'est, je trouve que il fait preuve là d'une liberté qui est hyper rafraîchissante quand on a vu la première heure du film où il n'est pas d'accord. Il enchaîne les anecdotes et les banalités. Et là, il fait vraiment un suicide cinématographique. Ah oui, alors si de manière flamboyante. Si tu parles en termes de suicide artistique, oui, il y a clairement, il est parti en roue libre et il s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire, jusqu'où on peut déconner. Et donc toi, Amandine, ça t'a pas plu du tout? J'étais pas prête, clairement. Donc il mute en Bogdanov, en plus avec un look à la Michael Vendetta. Je comprends pas pourquoi il doit aussi changer de look. Et en fait, j'ai pas compris ce qui arrivait. Ça sombre dans l'absurde, en fait. On sait plus si on est dans un film de Quentin Dupieux ou qu'est-ce qu'on est censé comprendre. C'est ça qui est bien. Ouais, peut-être. Mais je sais pas s'il y a une sorte d'autodestruction dans cette démarche, mais je vois pas trop ce qu'il a voulu nous dire, en fait. Non, ouais. Je pense que tu dis que t'es pas préparé, mais je pense que le monde n'est pas préparé à voir ça. Enfin, le monde n'est pas prêt. Et justement, le thème du film, c'est Guillaume Canet est trop lisse. Et là, par ce suicide cinématographique, il prouve qu'il est rock'n'roll entre guillemets, en tout cas qu'il est pas lisse et qu'il est fou en fait. Tu peux pas lui enlever que c'est audacieux, ouais, c'est sûr. C'est ça. Et en fait, je pense que c'est le genre de film c'est audacieux. qui peut devenir culte dans 20 ans, c'est-à-dire on reverra ça comme... Arrête Hugo. Arrête. Mais non, mais... Je vais répéter ton nom à l'antenne pour que les gens s'en souviennent dans 20 ans. Mais tu peux pas dire ça. Moi, quand j'ai vu Steak pour la première fois, ou quand j'ai vu La personne de personne pour la première fois, j'ai pas aimé. Je suis sorti de la salle en me disant, mais j'étais pas du tout préparé à ça. La personne de deux personnes, t'avais déjà d'autres éléments qui pouvaient te faire apprécier le film. T'avais par exemple l'esthétique qui était assez incroyable. Alors que là, vu que le film est pas mal, mais pas non plus exceptionnel, tu dis mais qu'est-ce qui rattrape ça? C'est pas digne d'un Edouard Baird. Enfin, je veux dire, en termes de ego trip, en termes de propositions sur ton propre Aquabon, univers. c'était pareil. On sortait d'Aquabon en se disant, mais qu'est-ce qu'il non, mais Aquabon, il s'est suicidé, oui, mais au bout de 20 minutes. Peut-être que Aquabon, ça deviendra un film intéressant à voir dans les ciné-clubs, ou je sais pas. Mais un investissement, quoi. Ouais, ou je pense à Atomic Circus aussi, un film avec Poulvord des frères Poirot, où au milieu du film, c'était une comédie un peu ratée, qui se transforme en film d'invasion extraterrestre, et c'est tu ressors de là en te disant mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Et finalement, en réfléchissant au film, je l'ai pas revu depuis, mais peut-être que c'est plus intéressant que ça n'en a l'air. Et dans le cas de Guillaume Canet, je pense qu'il est vraiment obsédé par la jeunesse, et effectivement, si ça se traduit comme ça, en fait, ça dit beaucoup sur qui est Guillaume Canet, et c'était ça le cahier des charges du film, finalement.
Je sais pas. Moi, j'ai du mal à imaginer qu'il soit sérieux parce qu'à la fin, il faut juste un peu raconter, quoi. Et puisqu'on est là à spoiler, c'est que il va jouer dans une sitcom à Miami, un truc absurde, une espèce de Crocodile Rider, et c'est presque rigolo là à ce moment-là puisque ça va très loin. Il y a une parodie de la musique de Magnum et le crocodile lui porte son casse-croûte et il fait du surf sur un croco. C'est absurde. Et ouais, genre, ça a plu. Je sais pas si ça me parle de. En fait, je dirais que il fouille la thématique de la destruction qui est présente dans tout son cinéma depuis le début. C'est-à-dire dans Mon Idole, ouais. Il dépeint un monde de débauche, du showbiz. Il y a un espèce d'animateur qui meurt au milieu du film et du coup ils vont cacher le corps et tout. Là, je vais peut-être un peu loin dans l'exégèse. Hein. Dans Les Petits Mouchoirs, il y a une espèce de destruction du groupe et tout. Bah, et écoute, là, tu crois pas si bien dire, c'est un fou Guillaume Canet, il faut le dire. Oui, mais en fait, ça se termine sur un happy end. Donc on n'est pas dans la destruction totale. Et alors, donc hyper malaisant quand même. Bah, je sais pas, on superpose donc cette destruction physique à l'histoire d'amour qui se finit bien, et je vois pas non plus pourquoi Marion Cotillard doit venir le courtiser à la fin. Elle se finit bien, mais de manière monstrueuse. Et alors, il nous renvoie à nos propres démons. Alors, tu, à mon avis, tu vas chercher trop loin. Il y a un truc, c'est que je pense, et très sincèrement, que c'est que Les Petits Mouchoirs, c'est le yin et que ce film-là, c'est le yang. C'est vraiment deux et même messages. C'est à chaque fois, je vous montre une facette de ma personnalité. Et il l'avait dit dans les interviews des Petits Mouchoirs que je me suis coltiné. Il dit tous les personnages, en fait, ils reflètent un peu. Il y en a un qui est déconneur, il y en a un qui est triste, il y en a un qui est et genre à chaque fois, il parle de lui-même. En fait, dans Les Petits Mouchoirs, tous les personnages, en fait, c'est lui. Et bon, pas évidemment, mais je déteste Les Petits Mouchoirs. Et celui-là est clairement moins, c'est moins pire, quoi. Au moins, ça reste une comédie. Mais ça reste quand même le yang de tout ça, c'est qu'il a besoin de parler de lui. Et tout ça se renvoie même dans Mon Idole. Et ce mec a un gros besoin de parler de lui. Et après tout, tu vois, moi je suis fan de Woody Allen, et Woody Allen il fait presque que parler de lui, un film sur deux, et il a pas le truc en écriture, ouais, quoi. Et tu parlais d'Edouard Baird tout à l'heure. Il y a quelques semaines il a sorti un film qui parlait énormément de lui sans forcément dire que c'était lui, et on en apprenait beaucoup sur Edouard Baird de manière beaucoup moins démonstrative. Mais c'est un autre cinéma, c'est une autre proposition. Après, le problème que j'ai avec le film de Canet, c'est que même si c'est très jusqu'au boutiste, et au moins on peut pas lui reprocher d'aller jusqu'au bout de son idée, c'est quand même pas très très drôle, quoi. Enfin, c'est présenté comme une comédie et on rit pas beaucoup, que ce soit un peu d'un moment. Toi, tu trouvais donc c'est déprimant, toi, alors, carrément. Déprimant, non, pas forcément déprimant, mais c'est juste que ça m'a laissé. C'est une tragédie, hein, presque. Mais c'est vrai que ça fait un peu drame dans la deuxième partie, parce que toutes ces séquences où il s'entraîne pour se muscler, où il ingère des vitamines et tout ça, c'est pas très drôle en soi. Donc on assiste à ça sans savoir ce qui se passe. On se dit mais voilà, est-ce que le film sombre vers le drame? Et effectivement, cette dernière scène avec la sitcom, avec le crocodile, bon, c'est quand même burlesque. Donc c'est un film comique, mais il y a un vrai changement de ton, ouais. Et moi, ça me dérange pas qu'un artiste parle de lui, mais je trouve qu'il faut qu'il y ait un message, et là, je vois pas quel est le message, et donc du coup. Eh ben, je vais te le dire. C'est exactement comme dans Les Petits Mouchoirs. C'est que c'est une belle personne et elle retombe amoureuse de lui. Mais c'est ça le message. Mais on comprend pas pourquoi. Non, j'ai pas l'impression que ce soit ça le message. Parce qu'il est trop bien malgré son apparence de monstre. Le message, c'est peut-être no future, quoi. C'est voilà, on fait n'importe quoi et c'est. Mais non, en plus, c'est pas, on peut pas interpréter ça comme elle va au-delà de la beauté intérieure, puisque on la voit craquer sur ses muscles et être en fait très séduite physiquement par le nouveau physique de Guillaume Canet. Ouais, donc non, elle est totalement bizarre, superficielle du début à la fin, cette Marion Cotillard. Je pense qu'il est trop tôt, c'est de l'avant-garde, on n'est pas préparé. Mais attends, de l'avant-garde, il y a plein de films sur les égos des comédiens. Enfin, je veux dire, Being John Malkovich me fait hurler de rire, tu vois. Enfin, il y en a plein. Je pense à Grosse Fatigue, tu vois. Grosse Fatigue qui avait Fatigue, c'est Michel Blanc qui l'a fait. Alors par contre, c'est pas lui qui l'a écrit, je crois. C'est coécrit avec Bertrand Blier, alors c'est Bertrand Blier tout ça. Qui lui a donné l'idée, je crois, de... Ouais. Et c'est l'un des rares exemples où quelqu'un parle de lui-même. Après, c'est un Michel Blanc un peu fantasmé. C'est
Je suis pas sûr que ce soit vraiment Michel Blanc et qu'il dit pas grand chose de lui, mais je pense que ça l'amusait de manipuler son image et l'image des acteurs du Splendide. C'est Michel Blanc qui se fait remplacer par un clone, un mec qui lui ressemble énormément. Et il y a une scène hilarante où Michel Blanc, donc qui est remplacé par son clone, il est littéralement à l'abandon. Il rencontre Philippe Noiret, le vrai Philippe Noiret, et il lui apprend que le Philippe Noiret qui existe en fait, c'est pas le vrai en fait. Il a été remplacé aussi par un sosie. Et ouais, là il y avait un vrai propos quoi. Il y avait une vraie écriture. Enfin, il y avait quelque chose quoi. Il y avait un angle quoi. Il y avait une idée. Et moi, c'est ce que je cherche dans le film de Canet pendant 1 heure. Et après, il trouve un angle qui est l'angle qu'il a choisi, qui est ce qu'il est. Après, mais il est mal exploité quand même. Oui, c'est ça le truc, c'est que une fois qu'il a trouvé cette idée, il y a rien d'écrit quoi. Mais en fait, on doit juste assister à sa descente vers la destruction physique. Par rapport au début du film, que je trouve vraiment très tiède et qui m'intéresse pas du tout et qui m'ennuie beaucoup, je trouve qu'au moins il a le courage d'aller au bout d'un truc délirant et que. Bah toi tu le vois comme ça, moi je le vois comme je suis arrivé au bout de mon idée, je sais plus quoi dire, donc je vais tenter un truc de ma boule. C'est le moment de mettre la thune sur la table. Combien tu donnes, Hugo? Bon, comme je disais, j'ai pas beaucoup ri et en fait c'est pas très. Toi, c'est ce que tu aimes, c'est rire, hein, Hugo. Vraiment, je le défends théoriquement, mais c'est pas génial. Donc 1 euro pour le geste artistique, mais c'est tout. D'accord. Et c'est un peu radin. Et toi? Moi, je pense que, comme je disais, moi j'ai aimé que la moitié du film, donc je pense que je vais donner la moitié d'un ticket de cinéma, donc 5 euros. Ah bah c'est presque généreux. Écoutez, moi je reste comme toi, 1 euro symbolique pour parce que je trouve tellement j'ai été mindfucké et je trouve ça un peu affligeant en fait. Moi j'ai vraiment pas du tout aimé. Passons à nos recos. Hugo. Alors moi je vais recommander un film qui exploite très bien le fait que les acteurs jouent leur propre rôle, et ça s'appelle Pour cause Les acteurs de Bertrand Blier, qui est sorti en 99, et là pour le coup c'est vraiment une galerie d'acteurs, donc en fait c'est assez hétérogène comme film. Il y a des scènes très très réussies, des scènes un peu moins réussies, mais il arrive à tirer la quintessence de chacun de ces acteurs et la particularité de chacun de ces acteurs. Donc je pense notamment à Jean-Pierre Mariel qui est exceptionnel là-dedans, donc c'est un peu le fil rouge du film. C'est Jean-Pierre Mariel, il doute un peu de ses capacités d'acteur et il se rend compte que plus personne ne l'écoute en fait. Donc dans la scène d'ouverture, il est dans un restaurant, il demande un petit pot d'eau chaude au serveur et il se rend compte que personne ne l'écoute en fait, et il aura jamais son pot d'eau chaude, et pendant tout le film il va demander son pot d'eau chaude et il l'aura jamais. Et il y a plein de petits gars comme ça. Il y a par exemple Pierre Arditi qui se rend compte qu'il est homosexuel et qui sort avec Jean-Claude Brialy, mais il l'assume pas trop, donc ça crée un peu des petits problèmes comme ça. Il y a Dussolier qui s'engueule avec Samy Frey au milieu du film et qui quitte le film, et donc du coup tout le monde est emmerdé, et il y a quelqu'un qui se propose de remplacer Dussolier au pied levé, et c'est Josiane Balasco. Et en fait pendant tout le reste du film tout le monde parle à Josiane Balasco comme si c'était André Dussolier, et en fait c'est un film hyper ludique comme ça, donc tout n'est pas réussi. Tu m'as mieux vendu que mes souvenirs, hein. Je me souviens que le début était pas mal et après ça pataugeait. La scène d'ouverture est exceptionnelle, voilà, avec Marielle, Villeray, Claude Rich. Donc c'est une belle curiosité aussi à voir, que je conseille, les acteurs de Bertrand Blier. Et toi, Amandine? Moi je vais recommander la série Don't Trust the Bee. Donc c'est une série d'il y a quelques années qui n'a eu que 2 saisons. Don't Trust the Beach en fait. Don't Trust the Beach, mais c'est censuré. Ah d'accord. Et... Nous on a le droit de dire ce qu'on veut. Ok. Et dans cette série, il y a James Van Der Beek, donc qui est connu pour son rôle de Dawson. Et là, il joue son propre rôle en fait. La série n'y va pas par 4 chemins en fait. C'est un has-been puisqu'il joue plus dans grand chose. Donc la série le prend en compte en disant que James Van Der Beek, t'es un peu has-been. Mais en fait, il est super imbu de sa personne, comme tout acteur. Il est vachement en confiance, bien qu'il ait pas trop de rôle et qu'il fasse que des pubs. Et il va tout le temps se servir de Dawson pour exister, donc notamment pour draguer des filles. Et ça va être je sors ma chemise en flanelle, je passe le générique de Dawson, et en fait, ça marche plutôt bien. Et c'est vraiment assez drôle. Pour le coup, on force vraiment le trait et c'est hilarant. Et Kristen Ritter est super. Et Kristen Ritter, près de Jessica Jones, est très bien habillée dans cette série. Et moi j'avais du mal à choisir pour une reco parce qu'en fait il y a plein de films avec des
des acteurs qui jouent leur propre rôle. Je me souviens de Welcome to Zombieland où Bill Murray joue son propre rôle et c'est hilarant. Je me souviens de This is the End où Channing Tatum joue le meilleur Channing Tatum de l'histoire de l'humanité. C'est vraiment super. Mais mon film préféré avec un acteur dans son propre rôle, ça sera à jamais Last Action Hero. Last Action Hero, donc de John McTiernan, avec Schwarzenegger qui parodie Schwarzenegger et qui parodie aussi le personnage de Schwarzenegger. C'est hilarant. C'est un film qui n'a pas vieilli. C'est un film que tu peux montrer au môme, mais en même temps qui a tellement de relectures possibles. C'est un putain de film. Last Action Hero, j'adore. Merci au très rock'n'roll, le vrai Jules à la technique. Pour nous retrouver, MDR, c'est sur iTunes et sur toutes les applis dédiées au podcast, à SoundCloud, etc. Donc merci de vous abonner, de laisser des commentaires, si possible positifs, et même d'en parler autour de vous et de nous écouter après votre séance ciné. La semaine prochaine, on a rendez-vous avec une nouvelle comédie et je crois que Et si j'étais un homme, et comme dit le général, vaste programme. Salut à tous, c'est César Monterol. Vous en avez marre, lors d'un apéritif dînatoire, de ne pas avoir d'anecdotes croustillantes à partager autour d'une bonne saucisse cocktail? Eh bien, vous avez de la chance. Si vous vous demandiez ce qu'est un Deus Ex Machina, ou même pourquoi on mange du popcorn au cinéma, eh bien, toutes les réponses à ces questions, c'est dans le pavé dans la toile de Séance Radio, disponible en podcast sur iTunes, SoundCloud et toute autre appli dédiée. Elle est pas belle, la vie?